Ce qui s'était passé cette nuit-là aurait suffi à briser une existence, et c'était exactement ce qu'elle voulait. Devant des domestiques pétrifiés sous une tempête impitoyable, et grâce à un mensonge semé au moment parfait, une belle-mère avait décidé de chasser une jeune femme de sa propre maison afin de s'emparer de tout. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'en la regardant disparaître pieds nus sous la pluie, elle commettait la pire erreur de sa vie, car cette même nuit, sur la route la plus sombre de Paris, quelqu'un allait la trouver. Et ce n'était pas n'importe quel homme, c'était l'un des plus puissants de France. Dans son domaine, il n'y avait aucune place pour la faiblesse, et une femme arrivée sans nom ne pouvait survivre qu'en apprenant à se taire. Pourtant, la justice viendrait plus tard, car tout avait commencé par un mensonge qu'aucune eau ne pourrait laver. Le ciel de Paris n'avait jamais paru aussi menaçant que, durant cette nuit d'hiver de 1847. La pluie frappait les hautes fenêtres de l'hôtel particulier des Villeneuve avec une violence inhabituelle, comme si le ciel lui-même pleurait ce qui allait se produire. Les coups de tonnerre roulaient lentement le long des couloirs ornés de tapisseries de velours sombre. Et pourtant, ce qui allait arriver dans cette demeure personne entre ses murs ne l'oublierait jamais. Angélique de Villeneuve se tenait devant la fenêtre de sa chambre et regardait la pluie brouiller les lumières de la rue. C'était une jeune femme d'une beauté délicate, mais d'un caractère ferme héritière des traits nobles de son défunt, père le comte, Charles de Villeneuve. Sa mère était morte alors qu'elle n'était encore qu'une enfant, la laissant seule dans un monde qui reposait sur un seul homme. Et cet homme, Charles, avait été tout son univers. Mais le comte avait commis une terrible erreur dans les dernières années de sa vie, il s'était remarié. Son choix s'était porté sur Madame Rosalie, une veuve au sourire calculateur et au cœur glacé. Avec elle était arrivée Blanche, sa fille, une jeune femme qui avait appris dès l'enfance que la cruauté déguisée en douceur était l'arme la plus efficace du monde. La mort du comte Charles, survenue quelques semaines plus tôt dans des circonstances que le médecin avait qualifiées de fièvre mystérieuse, avait brisé Angélique de l'intérieur. Vêtue d'une simple chemise de nuit blanche qui la faisait ressembler à un fantôme dans sa propre maison, elle pressait un mouchoir de dentelle contre sa poitrine comme si ce geste pouvait contenir sa douleur. Soudain, la porte de chêne de sa chambre s'ouvrit avec fracas. Madame Rosalie apparut sur le seuil. Sa robe de grand deuil contrastait avec le sourire cruel qui dessinait ses lèvres rouges. Elle tenait un coffret d'argent. Derrière elle, Blanche émergea de l'ombre, les yeux brillants de satisfaction. Les domestiques terrifiés se massaient derrière elle sans oser entrer. « Dévergondée, misérable !» cria Rosalie. « Je n'arrive pas à croire que vous ayez souillé le nom de votre père de cette manière. » Angélique recula d'un pas, le cœur battant violemment contre ses côtes. « De quoi parlez-vous, madame ?» demanda-t-elle en tremblant. « Je n'ai jamais trahi la mémoire de mon père. »« Mensonge !» siffla Blanche en s'avançant. « Montre-lui ce que nous avons trouvé, mère. » Rosalie jeta brutalement le coffret sur le lit. En se renversant, il libéra des dizaines de lettres cachetées et des bijoux qu'Angélique n'avait jamais vus de sa vie. « Le collier de diamants de la marquise de Valombre !» s'exclama la belle-mère, arrachant au domestique un souffle horrifié. « Et des lettres signées de votre nom adressées à des hommes mariés. Vous comptiez vendre les secrets de cette maison pour financer vos scandales. C'est faux, ces lettres ne sont pas à moi !» cria Angélique en contemplant les papiers avec horreur. Quelqu'un avait imité son écriture avec une perfection maladive. Vous le savez. Est-ce vous ou Blanche ? Une gifle claqua dans la chambre avec une telle violence qu'Angélique tomba à genoux sur le tapis. Le coup ne frappa pas seulement son visage. Il traversa la pièce entière, rebondit sur les murs, les miroirs et les regards de tous ceux qui se trouvaient là. Personne ne bougea, personne ne parla. Le silence qui suivit fut pire que la gifle. Une servante baissa aussitôt les yeux. Une autre fit un pas en arrière, comme si s'approcher d'Angélique pouvait lui transmettre son malheur. Angélique sentit le goût métallique du sang avant même de comprendre la douleur, l'enfroid réel. « Ne vous avisez jamais de me traiter de menteuse », rugit Rosalie. « Cette maison nous appartient. Votre père n'aurait jamais laissé son héritage à une voleuse sans honneur. Garde, faites-la sortir immédiatement. » Angélique regarda désespérément les domestiques. C'étaient des gens qui l'avaient vue grandir, qui l'avaient portée lorsqu'elle était enfant, qui avaient pleuré avec elle le jour où sa mère était morte. Ses yeux les suppliaient en silence, mais aucun ne bougea. La terreur qu'inspirait Rosalie était plus forte que toute loyauté. Même le vieux maître d'hôtel qui l'avait presque élevé ne releva pas les yeux.
Il inclina simplement la tête, et ce geste silencieux blessa Angélique plus profondément que n'importe quel coup. Elle chercha autour d'elle une aide n'importe laquelle une seule personne. Le vieux maître d'hôtel était toujours là, le même homme qui lui avait appris à lire lorsqu'elle était enfant, celui qui l'appelait « Mademoiselle », même quand personne ne regardait. Leurs yeux se croisèrent une seconde à peine, puis il baissa le regard. Ce fut ce geste-là qui la brisa véritablement. Deux hommes robustes la saisirent par les bras. Elle tenta de résister, tandis que les larmes lui brûlaient le visage. « Je suis l'héritière légitime de cette maison, lâchez-moi. » Ses cris remplirent les couloirs tandis qu'on la traînait pieds nus en chemise de nuit à travers les passages qu'elle avait parcourus toute sa vie. Les grandes portes d'acajou s'ouvrirent. Les hommes la poussèrent dehors. Ses genoux nus heurtèrent les pierres mouillées de la cour et sa peau se déchira sous l'impact. « Disparaissez, Angélique, » déclara Rosalie, depuis le seuil sa voix se mêlant au tonnerre. « Et si vous revenez, nous vous ferons enfermer dans la pire prison pour voleuse de toute la France. » Dans un bruit lourd et définitif, les portes se refermèrent. Angélique resta à genoux dans la cour sous une pluie qui ne ressemblait plus à de l'eau, mais à un châtiment. Le froid des pierres remontait lentement dans son corps, tandis que le vent collait sa chemise contre sa peau avec une cruauté presque volontaire. Elle finit par se relever non parce qu'il lui restait des forces, mais parce que rester là aurait signifié renoncer tout à fait. Elle se mit en marche, sans direction, sans refuge. Les rues obscures s'ouvraient devant elle comme un labyrinthe interminable. Chaque pas sur les pavés glacés déchirait un peu plus son corps épuisé. L'humidité ruisselait dans sa nuque, alourdissait ses vêtements, engourdissait ses mains. Ses larmes mêlées à la pluie n'étaient plus qu'une autre forme de tremblement. Elle passa devant des maisons éclairées, entendit des rires derrière des portes closes, aperçut des ombres qui se déplaçaient près de cheminées allumées et comprit avec une brutalité limpide que le monde continuait comme si elle n'existait pas. C'est alors que son corps commença à céder. D'abord, ce fut un léger tremblement dans ses mains, puis un faux pas puis un autre. Le monde autour d'elle devint plus lent, plus lointain, comme si tout se déroulait derrière une vitre couverte de buée. Ses doigts cessèrent de lui obéir, puis ses pieds, et enfin le froid cessa de faire mal. Ce fut cela qui l'effraya le plus, car cela signifiait qu'il ne lui restait plus rien avec quoi lutter. Un vertige mortel s'empara d'elle lorsqu'elle atteignit une route de campagne. Avant que ses jambes ne cèdent et que son corps ne tombe devant les lanternes aveuglantes d'une voiture, une dernière pensée traversa son esprit avec la force d'une promesse. « Si je survis à cette nuit, je jure que je ne serai plus. Jamais la même. » L'obscurité l'engloutit entièrement. Elle ignora combien de temps elle resta inconsciente. Au début, il n'y eut rien, ni froid, ni douleur, ni souvenir. Puis très lentement, quelque chose revint. D'abord, une vague sensation de chaleur, ensuite un murmure lointain, et enfin la certitude confuse qu'elle ne reposait plus sur les pierres gelées de la route. L'odeur du bois brûlé et le grondement éloigné de la tempête furent les premières sensations d'Angélique lorsqu'elle se réveilla. En ouvrant les yeux, elle découvrit un haut plafond aux poutres sombres des draps propres parfumés au bois de santal et un lit si vaste que durant un instant, elle ne sut ni où elle se trouvait, ni si elle était encore en vie. Elle se redressa brusquement. Une douleur aiguë traversa son front. « Je vois que vous êtes revenu parmi les vivants. » La voix était grave, tranchante, dépourvue du moindre effort d'amabilité. Une silhouette se détacha d'un angle obscur de la chambre. C'était un homme grand aux épaules larges et à la mâchoire ferme. Ses yeux sombres l'examinaient avec la froideur d'un juge étudiant une déposition qui ne le convainquait pas. Il s'appelait Jean de Montreuil, et dès l'instant où il avait aperçu cette jeune femme évanouie devant les grilles de son domaine, quelque chose en lui s'était tendu de méfiance. « Vous êtes au domaine de Montreuil, dit-il. Mon médecin affirme que vous êtes arrivé vaincu par le froid et l'épuisement. » La terreur envahit Angélique. S'il appartenait à la noblesse, les rumeurs de Rosalie finiraient tôt ou tard par lui parvenir. Les hommes puissants n'écoutaient pas les femmes déshonorées. Elles ne survivraient que si elles cachaient la vérité. Et ce fut sa première erreur. Ce n'était pas la première fois qu'on la regardait ainsi. Elle se souvint d'une autre pièce, d'une autre nuit, d'une autre voix, lui disant qu'elle n'était pas assez d'une autre porte qui se refermait, d'une autre promesse brisée, puis du même silence. Voilà pourquoi elle ne dit pas la vérité, elle connaissait déjà la fin de ce genre d'histoire.
Je vous remercie votre grâce. Angélique baissa les yeux, feignant l'humilité. Je m'appelle Marie. On m'a chassée de la maison où je travaillais. Si vous me le permettez, je peux rester pour nettoyer en échange d'un repas. Jean ne répondit pas tout de suite. Un silence dense et pesant remplit la chambre. Quelque chose ne concordait pas. La façon dont elle prononçait chaque mot, la manière dont elle tenait ses mains, sans agitation avec ce calme qu'on apprenait dès l'enfance dans les salons du grand monde, et surtout ses doigts doux et soignés qui n'étaient pas ceux d'une servante. Il sut immédiatement qu'elle mentait. Il aurait dû la remettre aux autorités locales sans poser une seule question de plus. Cela aurait été raisonnable, correct, ce que tout homme dans sa position aurait fait sans hésiter. Pourtant, il ne le fit pas, et ce détail commença à l'irriter profondément. Ici, personne ne reste sans travailler, dit-il enfin, mais personne non plus ne reste sans être observé. Angélique baissa le regard et comprit qu'elle n'était pas entrée dans un lieu sûr, mais dans un endroit où chacune de ses erreurs serait remarquée. Angélique s'enfonça dans une routine dure et silencieuse. Elle portait un tablier gris, nettoyait les longs couloirs du domaine la tête baissée, et tentait, par chacun de ses gestes, de passer totalement inaperçue. Les semaines s'écoulèrent et elle apprit vite à se déplacer sans bruit, à devancer les ordres avant qu'ils ne soient donnés à disparaître lorsqu'une personne importante traversait le passage. Mais certaines choses ne pouvaient pas se dissimuler. Un matin, l'une des plus jeunes servantes commit une erreur. Elle renversa de l'eau sur une table déjà dressée. Le bruit du broc tombant suffit à tendre le silence dans toute la salle. « Incapable !» murmura une autre domestique assez fort pour être entendue. La jeune fille baissa la tête en tremblant, attendant la punition. Angélique se trouvait tout près. Elle vit tout. Elle ne parla pas, n'intervint pas, mais fit un seul, juste assez pour se placer discrètement entre la servante et les regards des autres, comme si elle pouvait la protéger sans que personne ne s'en aperçoive. Ce fut un geste infime, presque invisible, mais Jean le vit. Et pour la première fois, ce ne fut pas le soupçon qui retint son attention, mais quelque chose de beaucoup plus gênant, le respect. Cela l'irrita, car le respect n'était pas une émotion qu'il accordait facilement, encore moins à quelqu'un qui lui mentait manifestement. Il serra la mâchoire comme s'il pouvait chasser cette sensation de son propre corps. Elle ne disparut pas, et ce fut cela qui le dérangea le plus. À partir de ce moment, il commença à l'observer autrement. Chaque jour, la distance entre eux cessait d'être une simple distance pour devenir quelque chose de plus dangereux. Il ne comprenait pas encore jusqu'où cela pouvait aller. Et pour un homme comme lui, cette ignorance était inacceptable. Jean n'était pas devenu celui qu'il était par hasard. Il avait appris beaucoup trop jeune que faire confiance était l'erreur la plus coûteuse qu'un homme puisse commettre, que les apparences trompaient, que les sourires cachaient des intérêts et que l'affection n'était souvent qu'une manière élégante de manipuler. Depuis, il avait construit sa vie sur une règle simple: tout contrôler, les personnes, les situations et surtout les sentiments, car le jour où il avait cessé de le faire, il avait tout perdu. Jean fit ce qu'il avait toujours fait. Lorsqu'une chose menaçait son contrôle, il tenta de s'en éloigner. Pendant 2 jours, il évita cette aile de la demeure. Il modifia ses horaires, transmit ses ordres par l'intermédiaire du maître d'hôtel, s'obligea à ne pas demander de ses nouvelles et à ne pas regarder vers les endroits où il savait pouvoir la trouver. Mais son absence ne lui rendit pas la paix. Elle la lui arracha du corps pour s'installer dans son esprit. C'est alors qu'il le comprit, il ne parvenait plus à l'ignorer. Jean commença à inventer des raisons de traverser les mêmes salons qu'elle. Il ne se l'avouait même pas à lui-même. Il prétendait vérifier l'état du domaine, surveiller le travail des domestiques ou régler des affaires dans cette partie de la maison. Pourtant, ses yeux finissaient toujours par la trouver, comme si quelque chose en elle l'appelait sans permission. Il la regardait tenir les pièces d'argenterie avec une délicatesse qu'aucune servante n'apprenait au service. Il la voyait parcourir les couloirs avec une aisance qui appartenait aux salles de bal, non aux cuisines. Il l'entendait parfois fredonner des mélodies que seuls connaissaient ceux qui avaient reçu des maîtres de musique durant leur an. Et chaque question l'irritait davantage, parce qu'il était un homme qui ne supportait pas les mystères qu'il ne pouvait résoudre. « Cela ne devrait pas m'importer », se répétait-il dans son cabinet, pressant si fort sa plume contre le papier que l'encre débordait. « Cela ne m'importe pas. » Jean ne réagissait jamais ainsi.
Il avait appris depuis des années à ne pas s'impliquer, à ne pas sentir plus que nécessaire, à ne faire confiance à personne qu'il ne puisse contrôler. Et pourtant cette femme brisait chacune de ses règles sans lui demander la permission. Chaque fois qu'elle baissait les yeux en entendant ses pas, quelque chose se tendait en lui d'une manière qu'il ne reconnaissait pas. C'était une sensation étrange et inconfortable, celle d'un homme qui avait gardé le contrôle de tout pendant si longtemps qu'il ne savait plus ce que signifiait le perdre. Plus de jours passèrent qu'aucun des deux ne voulut en compter. Des jours durant lesquels le silence disait davantage que n'importe quelle parole jusqu'à ce qu'une nuit tout change. Jean entra dans sa bibliothèque sans s'attendre à y trouver quelqu'un. La lourde porte de chêne pesait comme toujours. La pièce sentait le vieux papier et la cire des bougies. C'était son espace, le seul lieu du domaine où le monde extérieur ne pénétrait pas. Mais cette nuit-là, le monde extérieur y était entré, malgré tout. Angélique se tenait sur une échelle de bois au niveau le plus haut de la bibliothèque, un livre ouvert entre les mains. Elle ne nettoyait pas. Elle ne rangeait pas. Elle lisait. Et ce n'était pas n'importe quel ouvrage. Jean s'arrêta sur le seuil. Je découvre donc que nos servantes lisent Shakespeare dans le texte anglais. La voix sèche de Jean la fit sursauter. Elle se retourna brusquement. Son pied nu glissa du barreau. Elle poussa un cri bref et ferma les yeux attendant l'impact brutal contre le sol de marbre. Le choc ne vint jamais. Des bras puissants la saisirent en plein vol et la serrèrent immédiatement contre une poitrine large et solide. Angélique ouvrit lentement les yeux. L'odeur du tabac brun et de la pluie fraîche l'enveloppa avant que son regard ne rencontre le visage de Jean, à quelques centimètres du sien. Aucun des deux ne parla. Leurs souffles se mêlèrent dans cet espace étroit et chargé. Angélique sentit les battements du cœur de l'homme frapper contre son propre corps rapide et profond, trahissant le calme que son visage s'efforçait encore d'afficher. La grande main de Jean soutenait sa taille avec une fermeté qui n'était pas seulement celle d'un homme empêchant une chute. C'était la fermeté de quelqu'un qui ne voulait pas lâcher, même s'il savait qu'il le devait. Pendant des secondes qui semblèrent éternelles, il la regarda non avec sa froideur habituelle, mais avec quelque chose d'autre, quelque chose qu'il n'avait pas encore nommé et qui pesait dans sa poitrine depuis la nuit où il l'avait trouvée évanouie sur la route. Lentement, sans quitter ses yeux, Jean inclina la tête. Son souffle chaud frôla le coin de ses lèvres. Le monde extérieur cessa d'exister, et durant un instant, aucun des deux ne bougea pas un muscle, pas une parole, comme si le temps lui-même hésitait à avancer. La main de Jean ne s'écarta pas, et celle d'Angélique ne tenta pas davantage de le repousser. Ils étaient trop proches et il était trop tard pour prétendre que rien ne se passait. Angélique ferma les yeux. Alors le choc métallique d'un plateau tombé dans le couloir brisa le silence comme un coup de feu. Jean réagit brusquement, tel un homme tiré d'un rêve qu'il ne voulait pas quitter. Il la relâcha dans une expiration rauque, fit un pas en arrière et passa une main dans ses cheveux avec l'expression rigide de quelqu'un qui venait de perdre une bataille qu'il croyait gagner. Mais il ne partit pas. Au contraire, il l'acula doucement contre la bibliothèque d'ébène bloquant sa sortie. Lorsqu'il parla, sa voix était basse et ferme sans la moindre place pour l'esquive. « Le jeu est terminé. Cela fait des jours entiers que je ne peux plus me concentrer sur quoi que ce soit à cause de vous. Et cette nuit, vous allez me dire qui vous êtes et de qui vous vous cachez. Monsieur, je vous en supplie. Si je vous le dis, vous croirez que je vous ai trompé depuis le début et je serai perdue. » Angélique se brisa. Les larmes coulèrent sans qu'elle puisse les retenir. Voir ce chagrin silencieux et impuissant détruisit ce qui restait de la distance que Jean avait tenté de maintenir. Elle s'effondra sans bruit, sans drame, comme un mur qui cède de l'intérieur avant que quiconque le voie tomber. « Si vous croyez vraiment, dit-il à voix basse en levant lentement la main pour essuyer ses joues, qu'il existe à Paris un magistrat ou un seigneur disposant d'une autorité suffisante pour vous arracher à ce domaine contre ma en volonté. Alors vous me sous-estimez d'une manière très dangereuse. » Angélique le regarda, et à cet instant quelque chose qui était resté noué et fermé en elle depuis la nuit de la tempête céda enfin. Elle parla. Elle lui raconta tout, le coffret de bijoux placé sur son lit, les lettres imitées dans son écriture, la gifle de Rosalie, le maître d'hôtel, qui avait baissé les yeux, les pierres mouillées de la cour et le froid de la route.
Jean écouta en silence immobile, les yeux fixés sur elle. À chaque mot, quelque chose en lui se refroidissait jusqu'à devenir sombre et précis, comme le tranchant d'une lame fraîchement aiguisée. Lorsqu'Angélique eut terminé, il resta silencieux un long moment. La cour a fait partir des invitations ce matin, dit-il enfin, avec un calme plus dangereux que n'importe quel cri. Il y aura un grand bal d'hiver. Madame Rosalie et sa fille y seront célébrant avec votre argent et cherchant à conclure des fiançailles qui leur permettront de consolider définitivement tout ce qu'elles vous ont volé. Il n'y a plus aucun moyen de récupérer quoi que ce soit, répondit Angélique à voix basse. Elles ont tout falsifié, avec trop d'habileté. Vous n'avez encore jamais vu ce dont je suis capable, répliqua Jean. Ce fut tout ce qu'il dit cette nuit-là. Angélique ignora ce qui se produisit durant les jours suivants. Jean de Montreuil quitta le domaine 3 matinées de suite. Il ne donna aucune explication. Les domestiques avaient vite appris que lorsque le duc sortait avec cette expression fermée et ce regard fixé sur un point invisible aux autres, mieux valait ne poser aucune question. Le premier matin, il se rendit à la Banque de France. Il n'entra pas par la porte principale. Il connaissait le gouverneur depuis plus de 15 ans, et cet homme lui devait une faveur que ni l'un ni l'autre n'avait jamais évoquée en public. 2 heures plus tard, Jean ressortit avec des renseignements sur un coffre privé enregistré au nom du comte Charles de Villeneuve. Durant les derniers mois précédant sa mort, ce coffre avait été ouvert à 2 reprises au moyen d'une signature qui n'était pas celle du propriétaire. Le deuxième matin, il alla voir le comptable qui avait administré les affaires juridiques de la famille Villeneuve pendant 8 ans. L'homme tenta de tout nier durant les 20 premières minutes de l'entretien, mais Jean possédait une patience particulière et le comptable avait une dette de jeu qu'un proche de Madame Rosalie avait discrètement rachetée 3 mois plus tôt. Lorsque la conversation prit fin, le comptable avait signé une déclaration complète. Ses mains tremblaient autour de la plume. Le troisième matin, Jean se rendit à l'étude du notaire de la famille Villeneuve. Là derrière un double panneau de bois dissimulé au fond de la chambre forte, exactement à l'endroit indiqué par le comptable, il trouva ce qu'il cherchait, le véritable testament du comte Charles de Villeneuve, écrit de sa main, scellé et intact. Jean le lut debout en silence, dans cette petite pièce glaciale. Lorsqu'il eut terminé, il replia soigneusement le document, le glissa à l'intérieur de son manteau et sortit sans adresser un seul mot au notaire qui le regardait depuis la porte, les yeux emplis de peur. Il ne révéla rien à Angélique. Ce soir-là, seulement assis devant elle dans un salon du domaine, il lui dit une seule chose, « Préparez-vous. Le bal aura lieu dans 3 semaines. » Les jours passèrent avec une étrange lenteur, comme s'ils savaient tous deux que quelque chose de décisif les attendait au terme de ce silence. 3 semaines après la nuit de la bibliothèque, Paris, glacée par l'hiver, célébrait l'événement le plus attendu de la saison, le grand bal de la Rose, dans l'immense et lumineux palais des Tuileries. 500 bougies brûlaient dans les lustres et baignaient le salon d'une lumière dorée qui contrastait avec le froid frappant les vitres. Le sol de marbre brillait comme un miroir. Les robes de soie, les uniformes militaires et les bijoux anciens se mêlaient dans cet espace grandiose avec la naturelle assurance de ceux qui avaient appris dès l'enfance à s'y déplacer. Et au centre de toute cette splendeur, comme si la salle entière leur appartenait, se tenait Madame Rosalie et Blanche. Rosalie portait une robe de soie couleur ivoire et des rubis autrefois inimaginables pour une veuve de sa condition. Elle souriait avec l'expression de quelqu'un qui avait remporté une partie longue et difficile, et ne pouvait s'empêcher de le montrer. À ses côtés, Blanche tournait lentement parmi les invités, les yeux à la recherche du comte, qui dans moins d'une demi-heure devait rendre publique sa demande en mariage. Tout avait été calculé, tout était en place. Il restait à peine 20 minutes avant que ses fiançailles soient annoncées devant l'aristocratie parisienne et scellent définitivement ce qu'elles avaient bâti sur les cendres d'Angélique. Rosalie prit une coupe de champagne sur le plateau d'un domestique et but avec calme. Elle avait gagné. Elle le savait avec la certitude de celle qui avait vérifié son plan 20 fois, sans y découvrir la moindre faille. Elle n'entendit pas aussitôt le bruit venant du couloir extérieur, mais d'autres l'entendirent. Le bâton du maître des cérémonies frappa 3 fois le marbre. Le son traversa le salon avec une autorité qui coupa net les conversations, comme si quelqu'un avait tranché les fils de 300 marionnettes au même instant. Les musiciens se turent. Les coupes s'immobilisèrent à mi-chemin des lèvres. Toutes les têtes se tournèrent vers les grandes portes du fond.
Elles s'ouvrirent à deux battants. Une rafale d'air froid entra depuis la galerie, éteignant plusieurs bougies des lustres les plus proches et courbant les flammes des autres comme si elles saluaient. « Faites place », annonça le héros d'une voix ferme. Leur grâce le duc Jean de Montreuil, accompagnant l'illustre héritière mademoiselle Angélique de Villeneuve. Le nom tomba sur le salon comme une pierre dans une eau immobile. Durant une seconde, personne ne bougea, personne ne respira. Puis Jean de Montreuil franchit le seuil. Il était vêtu de noir, les décorations royales sur la poitrine, le dos parfaitement droit. Il entra avec le calme tranquille d'un homme qui n'avait rien à prouver. C'était le genre de présence qui n'avait pas besoin d'élever la voix pour que chacun, sans exception, s'écarte de son chemin. À son bras, avançant pas à pas, se trouvait Angélique. Elle portait une robe de soie d'un bleu profond, la couleur du ciel juste avant l'aube. L'étoffe tombait avec une précision parfaite, comme si elle avait été conçue exactement pour elle, pour cet instant et pour cette nuit. Sur sa poitrine reposait un pendentif de diamants provenant des anciennes reliques de la maison de Montreuil. Tous dans le salon reconnurent immédiatement ce bijou, car une telle pièce ne se prêtait pas et ne se donnait pas à une personne dépourvue de rang ou d'histoire. Elle disait à tous ceux qui savaient comprendre « cette femme n'est pas seule ». Angélique marchait le dos droit et les yeux devant elle. Elle ne serrait pas le bras de Jean avec nervosité. Elle ne baissa pas les yeux, sous le poids de 300 regards tombant sur elle, au même instant. Elle respirait lentement, comme quelqu'un qui avait préparé ce moment non devant un miroir, mais au plus profond d'elle-même, en silence, durant des journées entières. Le salon entier observait sans encore savoir que faire de ce qu'il voyait. Rosalie fut la première à réagir. Toute couleur quitta son visage. La coupe de champagne trembla entre ses doigts. Ses yeux parcoururent Angélique de la tête aux pieds avec la vitesse désespérée de quelqu'un cherchant un détail qui prouverait que la scène n'était pas réelle. La robe, le bijou, la posture, l'expression. Elle ne trouva aucune fissure parce qu'il n'y en avait pas. « Non » murmura Rosalie d'abord si bas que seule elle-même l'entendit, puis d'une voix qui monta, sans qu'elle puisse la contrôler. « Non » Blanche lui saisit le bras terrifiée. « Mère, calmez-vous » chuchota-t-elle. « Tout le monde vous regarde. » Mais Rosalie ne pouvait pas se calmer. 20 années d'une vie calculée de petites trahisons soigneusement construites de patience et de froideur s'écroulaient devant ses yeux en temps réel. Et lorsque sa peur devenait panique, sa panique devenait toujours attaque. Elle se dégagea du bras de sa fille et s'avança au centre du salon. « J'exige que cette femme soit arrêtée » cria-t-elle, la voix se brisant au milieu de la phrase. « Je la connais. C'est une usurpatrice et une voleuse. Elle s'est enfuie de chez moi en emportant des bijoux et de l'argent et elle vient maintenant tromper monsieur le duc avec ses mensonges. » Le salon s'immobilisa de nouveau. Certains invités reculèrent d'un pas. D'autres échangèrent des regards rapides. Les gardes du palais, entraînés à répondre à toute accusation prononcée publiquement, se consultèrent une seconde, puis commencèrent à avancer. Personne ne se plaça devant Angélique. Aucun homme ne vint à sa défense. Aucune voix ne s'éleva. Angélique sentit l'air quitter ses poumons. Encore une fois, elle était seule. Ses doigts tremblèrent légèrement et pour la première fois depuis son entrée dans la salle, elle douta. Et si tout se terminait là, elle tourna à peine le visage vers Jean cherchant un signe. Mais il restait immobile, et ce silence fut plus terrifiant que n'importe quelle épée. 13 sabres se dressèrent entre Angélique et le reste du salon. Elle ne recula pas, mais son corps la trahit une seconde, une contraction minuscule invisible pour les autres souvenirs physiques d'une autre nuit d'autres hommes la saisissant par les bras et d'une autre porte se refermant. La peur était réelle. Le salon était immense. Les regards étaient 300. Et Rosalie savait exactement ce qu'elle faisait semer le doute avant que quiconque puisse défendre Angélique. Car le doute, une fois semé en public, devenait presque impossible à arracher. Angélique chercha du regard les comtes et les seigneurs qui l'entouraient. Certains regardaient Rosalie, d'autres la regardaient-elle. Personne ne parla, personne ne fit un pas. La noblesse parisienne excellait en bien des domaines, mais son art le plus perfectionné consistait à ne pas se compromettre avant de connaître l'issue. Le silence ne dura que quelques secondes,
mais ce furent les secondes les plus longues de la nuit. Le capitaine des gardes jeunes et impatient de prouver une valeur qu'il n'avait pas encore définie, tendit le bras vers Angélique. Il ne la toucha pas. Jean se déplaça avec une rapidité que personne n'attendait d'un homme de sa stature. De son bras gauche, il repoussa Angélique derrière lui et se plaça entre elle et la lame. De la main droite, il saisit la canne de commandement qu'il portait et d'un mouvement court et précis frappa l'arme du capitaine. Le choc sec résonna dans tout le salon. Le sabre tomba sur le marbre, avec un bruit métallique que personne n'oublierait. Le capitaine recula d'un pas davantage sous l'effet du son que de la douleur et regarda le duc avec une expression mêlant stupeur et terreur. Jean n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. « Approchez encore une fois votre main de cette demoiselle, dit-il d'un ton bas, en fixant le capitaine droit dans les yeux. Et je vous jure qu'aucun grade militaire, dans tout le royaume de France, ne pourra protéger votre nom de ce qui suivra. » Personne ne bougea. Jean se tourna lentement et parcourut toute la salle du regard, non avec fureur, mais avec quelque chose de plus froid que la fureur, le calme absolu d'un homme qui avait déjà gagné et attendait seulement que les autres le comprennent. « Madame Rosalie, dit-il en se tournant vers elle, vous avez une dernière occasion de garder le silence. » Rosalie ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit de nouveau. « Cette femme n'a aucun droit d'être ici. Elle ne possède rien. Elle n'est personne. Le testament de Charles m'a tout légué, et tous les notaires de Paris le savent. » Jean la laissa terminer. Puis, il sortit de son manteau un document plié, marqué du sceau personnel du comte Charles de Villeneuve, et le tendit vers le centre du salon, avec le geste tranquille de quelqu'un posant le point final, à une phrase écrite depuis longtemps. Les véritables dernières volontés du comte Charles de Villeneuve, déclara-t-il d'une voix qui atteignit le dernier recoin du salon, rédigé de sa main scellée et signé devant des témoins légitimes. Ce testament a été retrouvé dans un coffre privé de la Banque de France où il avait été dissimulé, après que le comptable de la famille Villeneuve, soumis à des pressions et tenu par une dette rachetée par Madame Rosalie, eut signé un faux document au nom du comte. Cet homme a fait une déposition officielle cette semaine. Sa signature figure dans le dossier, remis ce matin, au juge d'instruction Henri Lemaire. Le murmure qui parcourut le salon fut long et profond, comme de l'eau se déplaçant sous une couche de glace. Rosalie cligna des yeux. « Ce n'est pas possible, » commença-t-elle. Ce document, poursuivit Jean sans se presser, nomme Angélique de Villeneuve, héritière unique et légitime de tous les biens, propriétés et droits de la famille Villeneuve, sans exception, sans condition. Le silence qui suivit fut d'une autre nature. Ce n'était plus le silence de la peur ou du doute, mais celui de 300 personnes absorbant la même information et parvenant toutes à la même conclusion. Le comte, venu demander la main de Blanche, lâcha discrètement son bras et s'éloigna de quelques pas, sans rien dire, comme s'il venait de se souvenir d'une affaire urgente à l'autre bout du salon. Blanche le vit partir, et ce geste petit et lâche lui révéla plus clairement que tout le reste ce qui était en train d'arriver. Les gardes royaux, les véritables, ceux qui répondaient directement à la couronne, apparurent dans la galerie latérale d'un pas ferme et avec des visages sévères. Ils ne crièrent pas, ils ne coururent pas. Ils encerclèrent simplement Rosalie et Blanche avec une efficacité calme et professionnelle bien plus effrayante que n'importe quelle scène théâtrale. Rosalie ne cria pas lorsqu'ils lui saisirent les bras. Elle continua seulement de regarder Angélique avec une expression étrange entre la haine et ce qui ressemblait peu être au commencement de la compréhension que tout était terminé. Blanche, elle pleura du chagrin de ceux qui découvrent trop tard que les dettes morales de leurs parents leur appartiennent aussi. Les portes latérales du palais s'ouvrirent et les engloutirent. Le salon expira. Angélique n'avait pas bougé durant tout ce temps. Elle avait regardé chaque seconde, les pieds fermement posés au sol, la respiration maîtrisée et les yeux ouverts. Lorsque les portes se refermèrent derrière Rosalie et que le murmure du salon devint autre chose de l'admiration du soulagement, le bruit singulier de 300 personnes réorganisant en silence tout ce qu'elles avaient cru, jusqu'alors quelque chose se libéra en elle. Ce ne fut ni spectaculaire ni bruyant. Elle ne pleura pas, ne s'effondra pas. Elle respira simplement. Jean s'approcha lentement. Il ne dit rien.
Il se plaça seulement à ses côtés, regardant dans la même direction qu'elle, comme si partager ce silence suffisait. Angélique le regarda de biais. « Quand avez-vous trouvé le testament ?» demanda-t-elle à voix basse. « Il y a 3 semaines, et vous ne m'avez rien dit. Je ne voulais pas que vous entriez dans ce salon en espérant quelque chose. Je voulais que vous y entriez en sachant qui vous étiez. » Angélique mit un instant à comprendre la différence. Lorsqu'elle la comprit, elle sentit monter dans sa poitrine quelque chose de chaud et de solide qui n'était pas exactement de la gratitude, bien qu'il en contint, et pas exactement de l'amour, bien qu'il lui ressemblât beaucoup. « J'ai été très injuste avec vous pendant des semaines, dit-elle. Je vous ai menti dès le premier instant. Je le sais, et cela ne vous importe pas. » Jean la regarda alors. Dans ses yeux, il n'y avait ni reproche, ni calcul, ni cette froideur habituelle dont il se servait comme d'un rempart contre le monde. Il y avait quelque chose de plus simple et de plus difficile à soutenir. « Cela m'a beaucoup importé, » répondit-il. « Puis il m'a davantage importé de vous trouver dans ma bibliothèque, lisant mes propres livres avec plus d'attention que tous les étudiants que j'ai connus. » Angélique faillit sourire. « Je lisais Shakespeare. Je l'avais remarqué. » Il fit une courte pause. « J'avais également remarqué que vous aviez marqué 2 pages du doigt avant d'arriver au chapitre où vous êtes tombé. » Angélique le regarda. Il soutint ses yeux sans ciller. Et dans ce petit instant, paisible, sans témoin véritable, sans discours, sans le poids des 300 regards, quelque chose entre eux, trouva sa place non avec des fanfares ou du tonnerre, mais avec la simplicité d'une clé entrant dans la serrure pour laquelle elle avait été faite. Restés immobiles et attentifs durant toute la scène, reprirent leurs instruments sans qu'on le leur demande. La valse commença lentement comme si elle voulait laisser au salon le temps de se souvenir de la raison pour laquelle il était réuni. Jean tendit la main. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Angélique la prit. Lorsqu'ils entrèrent sur la piste, le salon s'ouvrit naturellement devant eux comme l'eau qui se sépare. Non parce que quelqu'un l'avait ordonné, mais parce que certaines choses, lorsqu'elles se produisent, sont reconnues de tous sans qu'il soit nécessaire de les expliquer. Jean dansait comme il faisait tout avec une précision absolue et une présence qui remplissait l'espace. Mais cette fois, il y avait dans ses mouvements une légèreté qu'Angélique ne lui avait jamais vue, comme si un poids porté depuis très longtemps venait enfin de tomber. Elle le sentit dès le premier tour. « Toute votre vie a tout contrôlé », murmura-t-elle presque pour elle-même. « Toute ma vie », confirma-t-il tout aussi bas. « Et ceci » demanda-t-elle après une courte pause. « Ceci, répondit Jean, est la seule chose que je n'ai jamais appris à contrôler. » Angélique leva les yeux vers lui. Alors l'homme le plus redouté de Paris, le duc que peu de ministres osaient contredire, celui qui avait passé son existence à gouverner chacun de ses gestes, chacun de ses mots et chacun de ses silences, se pencha lentement vers elle. Cette fois, aucun plateau ne vint les interrompre. Ce baiser ne fut ni tumultueux ni désespéré. Il fut long, calme et vrai. Le genre de baiser qui ne cherche rien à prouver parce qu'il ne reste plus rien à démontrer. Le genre qui n'existe que lorsque 2 êtres ont atteint le même lieu par des chemins différents et se reconnaissent enfin. Le salon entier les regarda en silence, et pour la première fois de sa vie, Jean de Montreuil se moqua complètement de ceux qui observaient. La femme chassée sous la pluie devint la seule capable de le regarder sans peur et peu. Être était-ce pour cela qu'elle fut la seule qu'il ne voulut jamais perdre. Quelques jours plus tard, Angélique franchit de nouveau les portes de la maison qu'il avait jetée dans la tempête. Elle ne revint ni comme une ombre ni comme une jeune femme vaincue, mais comme l'unique héritière légitime de son nom, de sa mémoire et d'elle-même. Certaines histoires se terminent, d'autres restent simplement encore un peu auprès de nous. Celle-ci est peu être de celle-là. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, cher auditeur. Sur l'écran de fin, une vidéo choisie tout spécialement pour vous vous attend, ainsi qu'une sélection d'autres récits qui toucheront peu être eux aussi votre cœur. Ma chère communauté, laissez-moi un petit commentaire, avant de partir ne serait-ce qu'un seul mot. Votre message aide cette vidéo à être recommandée et à atteindre davantage de personnes, et il me permet de continuer à créer de nouvelles histoires pour vous. Merci infiniment, et je vous embrasse de tout cœur.